Donc, ce que je vous propose, c'est de poursuivre avec la démarche d'autres types de propositions, de réflexion sur cette société après donc la Deuxième Guerre mondiale, tous les paramètres qui ont changé et une possibilité pour les artistes de venir encore réagir à la manifestation abstraite qui avait émergé dans la première moitié du XXe siècle et de se tourner vers ce qu'on appelle la nouvelle figuration qui vient se positionner de manière contemporaine au propos des artistes du pop art et du nouveau réalisme. Alors, voilà, pour essayer de vous dire un tout petit peu ce qu'on entend par ce terme-là, on la positionne entre 1965 et 1980, cette nouvelle figuration. On dit que ce n'est pas spécialement un groupe en soi d'artistes, mais plutôt des artistes qui partageraient une sensibilité commune. C'est-à-dire que s'ils ne se positionnent pas en tant qu'abstraits ou s'ils ne rejoignent pas cette nouvelle perception de la réalité à partir des matériaux comme le nouveau réalisme le proposait, il y aurait cette autre possibilité qui est donc la nouvelle figuration. Ce terme a été désigné par un critique, Gérald Gazio-Talabo, dont vous voyez probablement le nom sur votre écran, par rapport à deux manifestations qui se sont développées. La première en 1964, donc au Musée d'art moderne de la ville de Paris, une exposition intitulée Mythologie quotidienne a proposé donc une perception nouvelle de cette pratique essentiellement à travers la peinture. Et puis l'année suivante, en 65, une galerie a proposé figuration narrative. Et c'est en associant la spécificité de ces deux moments que Gazio-Talabo a évoqué cette idée de la nouvelle figuration. Donc, ça ne veut pas toujours dire, comme il le précise, qu'il y a un récit, mais et vous allez voir, il y a une manière particulière d'établir une lecture qui s'appuiera donc sur le figuratif et un langage qui reste parfois imprégné de certaines sources, un peu comme la bande dessinée. Mais vous allez sentir qu'il y a peut-être une dimension plus politique, plus idéologique dans la volonté des artistes de la nouvelle figuration que chez les artistes pop, par exemple. Leur travail veut véritablement donner à penser, interroger la manière dont on peut comprendre la spécificité de la société. Et je choisis d'abord de vous montrer un premier travail qui est un travail collectif, alors qui mêle des personnes, des peintres de nationalités différentes. Donc, vous pouvez, je pense, lire, si ce n'est pas trop petit, Gilles Eyot, qui est de nationalité française. Alors, il y a Eduardo Arroyo, espagnol, et Antonio Recalcati, italien. Donc, ils sont trois à réaliser, vous voyez, cet ensemble de toiles, donc formant un polyptyque exposé ensemble. Les toiles mesurent chacune 1,62 m de haut sur 1,14 m ou 1,30 m de large. Il y a deux variations. Elles sont disposées toujours selon ce même ordre où quelque chose est évoqué. Quelque chose s'évoque dans le monde de l'histoire de l'art, je dirais de l'histoire de la peinture, se déployant selon une approche qui est assez évolutive, si vous voulez, historique. Alors, j'imagine que vous reconnaissez certaines œuvres que nous avons déjà pu mentionner et qui concernent une personne en particulier qui est inscrite dans l'intitulé même du polyptyque, on ne peut pas. Vivre et laisser mourir, ou la fin tragique de Marcel Duchamp. Donc ce travail concerne l'artiste franco-américain Marcel Duchamp, qui a tellement marqué le début du XXe siècle. Vous vous souviendrez, donc Marcel Duchamp a d'abord été en contact avec le développement des mouvements d'avant-garde, notamment le cubisme. Ensuite, Marcel Duchamp
fait le choix de s'écarter de la pratique de la peinture et remet à l'honneur la réflexion sur l'objet qui est industriel, détourné de sa fonction et qu'il positionne avec une nouvelle dimension dans le domaine de l'art, donc ces fameux ready-made. Alors, en vous rappelant ça, j'imagine que vous retrouvez ces éléments sur le polyptyque. Donc, vous pouvez observer, il y a une alternance. Donc, on commence à gauche par un tableau qui est le fameux nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp. À côté, vous avez Marcel Duchamp qui est en train de monter l'escalier. Puis, vous voyez le même personnage de dos, donc celui qui monte l'escalier. Vous le retrouvez, on lui enlève son veston et il est entouré de 3 personnes. Et ces mêmes 3 personnes apparaissent dans l'image qui se trouve en dessous du nu de l'escalier. Là, vous avez Marcel Duchamp qui est assis dans le fauteuil. Ces mêmes 3 personnes apparaissent dans la 3e image, là où Marcel Duchamp se retrouve en bas de l'escalier, la tête vers le sol. Donc en fait, ces 3 personnes qui apparaissent dans ces 3 peintures sont Gilles Ayo, Eduardo Arroyo et Antonio Recalcati. Donc si vous voulez, ce sont 3 artistes qui décident d'intervenir sur la personne même de Marcel Duchamp, alors qu'ils ont montré en même temps peut-être les œuvres les plus célèbres, évoquant cette place très particulière de Duchamp dans l'histoire de l'art. Il y a encore, probablement, vous arrivez à l'identifier, le fameux grand verre, où la mariée est mise à nu par les célibataires même, qui se trouve donc la 2e image dans le registre inférieur. Et puis vous avez la dernière image à droite, un cercueil avec le drapeau, les principaux intervenants et peut-être arrivez-vous à déceler Andy Warhol avec sa tête blonde et ses lunettes, donc la manière dont l'Amérique aussi va réagir à la mort tragique de Marcel Duchamp. Donc, si vous voulez, Marcel Duchamp ne décède pas, je veux dire, de cette manière-là, mais c'est une mise en scène, c'est une évocation, c'est une réaction que proposent ces différents artistes. Et ils se sont un peu expliqués. Ils attaquent, entre guillemets, Duchamp et sa position parce qu'ils regrettent ou ils reprochent à Marcel Duchamp de ne pas être assez engagé dans son implication artistique. Eux souhaitent venir placer leur art dans une relation avec la société, avec son fonctionnement, et considèrent que Marcel Duchamp, finalement, s'est toujours mis à l'abri en intervenant simplement à travers l'institution muséale ou la galerie pour défendre son propos artistique. Donc, ils ont l'impression que Marcel Duchamp n'a pas été assez loin, ne s'est pas assez impliqué socialement et politiquement. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de dénonciation qu'il réalise ici, portant quelque part le cercueil du père de cet art moderne qu'il a tellement donc influencé, Duchamp. Eux se retrouvent, la nouvelle figuration, beaucoup plus engagés dans la vraie vie. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent toucher, si vous voulez, cette image, ce caractère très individualiste de Marcel Duchamp. Alors, je vous montre une autre, une nuance. Quand vous prenez la dernière image à droite de la série du haut, alors là, il n'y a pas une restitution tout à fait semblable de leur part. Donc, il s'agit de ce qu'est Fontaine, le fameux ready-made qui avait été exposé en 1917 lors de l'exposition des artistes indépendants à New York. Et vous voyez, dans le cas du travail de Duchamp, Duchamp avait posé cet objet industriel sur un socle, était juste intervenu à travers notamment la présence d'une signature Hermout et juste en dessous l'année 1917. Or, vous voyez, dans l'image mise en œuvre par les 3 artistes, c'est comme si Fontaine était replacé davantage dans son contexte usuel, fonctionnel, par la présence des carreaux
que l'on a à l'arrière de l'objet. Et il y en a parmi vous qui se souviennent, cette proposition établie par Marcel Duchamp n'avait pas du tout pu être acceptée. L'objet s'était retrouvé derrière un paravent et on avait choisi de montrer, par l'intermédiaire d'une photo réalisée par Alfred Stieglitz, la dimension de la représentation et pas le fait que l'objet se présentait lui-même en demandant est-ce qu'il est accepté ou pas dans la sphère, dans le champ de l'art. Donc, dans le cas du travail de la nouvelle figuration, on ne va utiliser que la peinture étant un support sur lequel se placent les différents pigments, restituant donc une représentation, une scène, si vous voulez, imagée. Alors ici, vous avez une autre manière de les disposer. C'est au musée à Madrid. Et vous voyez, au lieu de former 2 niveaux, ils sont positionnés à la queue leu-leu. Donc là, on a pratiquement 10 mètres de peinture. Hein. On a toujours bien cette même hauteur d'un gros 1,60 m et vous avez pratiquement 10 mètres de peinture. Donc il y a une volonté de respecter un enchaînement, une relation, une séquence, vous voulez, entre les images pour comprendre le passage depuis la démarche picturale de Duchamp vers, à un moment donné, sa séparation, et puis le fait que Duchamp soit mis à mort, c'est-à-dire que l'engagement, hein, l'état d'esprit de Duchamp, pour eux, doit être dépassé. C'est comme ça, c'est plutôt une métaphore qui est évoquée ici. Donc, dans le cadre du travail de ces artistes, ils vont s'intéresser à des scènes de la vie de tous les jours, mais ils vont aussi essayer de transposer ce qui toucherait à des moments particuliers, à des caractéristiques particulières du monde social, du monde politique, du monde moral. C'est la raison pour laquelle ils vont peindre, mais ils vont peindre en produisant des images, vous verrez, qui sont quand même assez distanciées, qui font usage d'un langage qui n'est pas une représentation classique des choses. Il y a une froideur, il y a une distanciation, ce qui leur impose, par ce biais-là, de poser un regard critique sur la réalité. Donc c'est cette sorte d'engagement critique à l'égard de la société et de l'idéologie qui leur fait dire qu'ils dépassent l'attitude trop confortable de Marcel Duchamp qui se réfugiait dans l'institution muséale et qui finalement garantissait la lecture de son art par l'institution elle-même. Alors, je fais le choix d'abord donc de vous reglisser un tout petit peu la disposition de ces différents mouvements par une petite évocation. Donc, un auteur ou une auteure, Nathalie Henning, le triple jeu de l'art contemporain, sociologie des arts plastiques, où elle nous dit ceci, c'est la prise de pouvoir de l'abstraction dans l'après-guerre. Elle mentionne transgression, donc dépassement, transgression majeure du traditionnel impératif de figuration, qui a engendré les plus paradoxales transgressions de transgression. Donc dépasser ce qui a été dépassé, avec les mouvements successifs de retour à la figuration. Donc l'abstrait lui-même est venu donner une autre orientation possible à l'art au début du XXe, et puis on va transgresser cette transgression de l'art abstrait, et on revient donc à l'importance de la figuration. À travers quel courant nomme-t-elle le nouveau réalisme que nous avons évoqué les semaines qui ont précédé, le pop art qui était aussi un moment dans notre cours qui montrait essentiellement le développement de ces nouvelles formes d'images dans le monde anglo-saxon. On aura la possibilité, d'ici quelques semaines, de parler de l'hyper-réalisme, qui est encore une autre tendance, qui va questionner justement l'image avec une qualité de représentation, mais en essayant d'interroger notre mode de perception des choses. Et par rapport à cela, il y a cette autre sensibilité qui est celle de la nouvelle figuration. Donc Adami, Eyo, Arroyo, Cueco, Hérault, Monori sont entre autres des artistes qui ont partagé ce même point de vue. Donc on est dans une forme de contemporanéité en sachant que la particularité de cette période de l'histoire de l'art, je vous disais, c'est la complexité, c'est une multitude
de manifestations très différentes sur quelques dizaines d'années. Je veux dire, beaucoup de choses se passent. Il y a une pluralité d'exploration, d'expérimentation qui dure finalement très peu de temps. C'est là que cette complexité et que cette ouverture est extrêmement importante quand on va vers l'art actuel. Alors, je choisis d'abord de vous montrer le travail de Valerio Adami, donc, qui est membre de cette nouvelle figuration, donc artiste italien, né en 1935, qui a une formation de peintre au départ, qui va d'abord passer par une certaine influence de l'expressionnisme dans son travail pictural, mais par la suite, il va se laisser influencer notamment par la bande dessinée, je pense, comme vous pouvez le découvrir ici dans une peinture dont on pourrait traduire le titre comme étant le monde des homosexuels intimes ou intimité en 1966. Peut-être déjà vous préciser, on est devant une surface d'un beau format, 2 mètres sur 3, avec l'usage de l'acrylique sur support de toile. Alors, voilà, si nous vivions le côté interactif dans la lecture de l'image, j'imagine que vous auriez des petites observations à transposer par rapport à cette forme assez particulière, je dirais, de construction de l'image. J'imagine que vous percevez, il y a des éléments qui nous semblent familiers. Il y en a d'autres qui apparaissent curieusement disposés dans l'espace, avec certaines idées de mouvement, de déformation. On pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus plusieurs manières de se positionner dans l'espace? Donc, comme si tout était ramené sur un seul plan, mais en voyant des éléments qui sont considérés par le haut ou de face ou légèrement ouvrant une oblique avec cette grande percée à droite. C'est comme si le tableau était constitué d'un ensemble de points de vue différents, ce qui fait que les formes elles-mêmes montrent par leur déformation des possibilités de voir des profils, de voir des éléments de face. Donc tout ça est regroupé, ce qui rend évidemment, ce qui complexifie, ce qui rend la lecture à un moment donné assez difficile. Alors vous voyez qu'on est avec des formes qui sont cernées, des grands aplats de couleurs pratiquement pures. Il n'y a pas de gradation, il n'y a pas d'ombre portée dans l'image. Et on sait que Valerio Adami travaille à partir de photos qu'il découpe dans des journaux. Donc, il se sert d'images parlant d'une certaine réalité, du fonctionnement de la société. Et puis, une fois qu'il a découpé ces photos, qu'il les a disposées, il va venir les transposer en peinture et affirmer davantage les contours en les rendant extrêmement précis à travers un rouleau noir, comme vous pouvez le voir. Et il précise ceci, Adami, il dit que pour lui, le tableau est une proposition complexe où des expériences visuelles antérieures forment des combinaisons imprévisibles. Donc, le résultat peint que nous avons sous les yeux est l'aboutissement d'une série de dessins préparatoires à partir de ces morceaux d'images découpées, collées. Donc, il y a montage, il y a appropriation de certaines parties d'images qui conviennent plus que d'autres. Et à partir de là, il construit du visuel. Et il dit très bien, le tableau n'est pas fait de la même substance que la vision. Donc, ce que nous avons devant nous ne correspond pas à des documents visuels que nous aurions issus directement de notre société, je veux dire de ce que nous éprouvons dans des événements, dans des situations particulières. Donc, il y a une grande modification entre le document visuel de départ et puis la version picturale qu'il propose. La peinture est constituée donc de fragments, elle est constituée de bribes qui lui appartiennent dans ses choix et il reconstitue sous forme d'une synthèse une vision qui donc
se manifeste, si vous voulez, par des éléments qui ne semblent pas correspondre à un moment ou à un état particulier. Vous avez par exemple l'évier qui se trouve en haut à gauche de l'image, voilà, que nous dominons, nous voyons par le haut. On a l'impression que comment la tringle avec la tenture, elle est déplacée aussi, elle bascule dans cette tonalité grise, et ça vient toucher, si vous voulez, une sorte de personnage que l'on voit à l'avant. Donc vous avez une semelle de chaussures, et puis une sorte de membre de jambe qui semble élastique, donc constitué avec ces formes et ces déformations roses, cette même teinte que vous retrouvez dans la partie de droite, en voyant une sorte de profil avec un chapeau qui pourrait être la tête d'une personne qui regarde dans, je sais pas, un lieu, peut-être, je veux dire, des WC, des toilettes qui se trouvent là. Donc, il y a un amalgame, il y a une combinaison particulière de moments et en même temps de lieux à l'intérieur de l'image. Il essaye donc ici de raconter quelque chose, il y a un rapport à une narration, mais au lieu de représenter simplement la réalité, il en produit une proposition complexe. Il cherche à mettre en œuvre des éléments de moments ou de lieux différents et d'arriver à une forme d'unité. Donc, il doit trouver une nouvelle structure pour le faire. Donc, c'est une composition, si vous voulez, assez particulière du point de vue donc d'Adami. Vous voyez la différence si je vous reglisse un travail pop. Là, on avait véritablement une image extrêmement simple, très frontale. Donc aussi, je prends celle-ci parce qu'on ressentait l'inspiration de la bande dessinée chez Lichtenstein. Mais vous voyez la complexité de la part de la nouvelle figuration à travers Adami. On sent bien que ce n'est pas simplement un moment évoqué avec ce caractère extrêmement standardisé, répétitif de la part des artistes pop, la simplification au niveau des couleurs, le graphisme qui l'emporte ici, et au contraire, cette possibilité d'être dans une disposition de temps et d'espace démultipliée, de volonté d'opérer une synthèse un peu moins facile à décoder. Alors, Valerio Adami, à un moment donné, a créé plusieurs portraits parce que pour lui, la mémoire, dit-il, va générer, va mettre en œuvre des formes. Ces formes, elles sont collectives, elles sont culturelles. La mémoire est collective, la mémoire est culturelle. Et dans les années 70, il va créer une série de portraits de personnalités célèbres. Donc, que ce soit au niveau du domaine littéraire, que ce soit au niveau du domaine psychanalytique, au niveau de certains philosophes. Et il va jouer un peu une relation entre l'expression ou la signification ou le sens accordé au dessin et à l'écriture. Et donc ici, je vous montre ce qu'il appelle le portrait de Walter Benjamin. Donc c'est un travail qui est réalisé par la lithographie. On est en 73. Et je pense que pour comprendre exactement le choix de ces formes, l'articulation de l'espace, la distribution des zones d'aplats colorés, dont vous retrouvez en commun le trait bien net, le trait noir, la simplification des éléments, la fragmentation aussi des corps, et vous retrouvez pratiquement une division horizontale, une zone sobre, sombre dans le haut, la partie inférieure dans des tonalités un peu plus vives. Et vous voyez que dans l'image intervient également l'écriture sous la forme, alors ce n'est pas un prénom, c'est le nom, donc Walter Benjamin, qui est noté. Mais on peut comprendre, quand on essaye de s'informer un peu de qui est Walter Benjamin et
de certains faits de son existence. Donc, Walter Benjamin, c'est un philosophe, un historien de l'art, un critique d'art, un traducteur allemand, mais de parents juifs. Il est né à Berlin, mais de parents juifs. Il décède en 1940. Et Walter Benjamin a eu une enfance, nous racontons, qui est marquée par une autorité paternelle très forte, une volonté de toujours devoir se soumettre. Et très très vite, donc il adopte, Benjamin, une position un peu de révolté contre l'ordre, contre le conformisme, contre les valeurs de la bourgeoisie. Et Benjamin a lui-même rédigé ce qu'il appelle ses souvenirs d'enfance, en enfance berlinoise. C'est un texte extrêmement intéressant. Et c'est le recueil, si vous voulez, d'un ensemble de réflexions écrites entre 1932 et 1933. Malheureusement, ça correspond à la période de la montée du nazisme. Benjamin a 40 ans à ce moment-là, et il est déjà, à cette époque, tenté de mettre fin à ses jours. On ne sait pas exactement la raison pour laquelle il ne va pas le faire en 1932. Mais en 1933, le nazisme étant bien installé, bien présent, il décide de prendre l'exil, il décide de quitter évidemment le territoire allemand. Et dans cette intention d'exil, il veut mettre son texte où il raconte ces moments de son enfance en sécurité. Donc, il envoie ce manuscrit à un de ses amis à Jérusalem, Gershom Scholem. C'est une sorte voilà, de volonté de protection, un geste symbolique fort. En tout cas, mettre son enfance à l'abri des nazis. Benjamin est quelqu'un qui a toujours été poursuivi. Et malheureusement, ce qui adviendra, c'est que quelques années après, de nouveau voulant échapper encore à une ultime arrestation de la part de la police, il se trouve à la frontière franco-espagnole et là, Walter Benjamin décide, il avait toujours, disait-on, une petite fiole dans sa poche, d'avaler cette fiole et donc il réalise son suicide, un peu désespéré dans cette fuite à toujours vouloir échapper au régime. Et là, donc, il décède en 1940. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre la manière dont Adami va articuler cet espace. Vous voyez cette ligne horizontale qui opère la séparation entre le haut et le bas de l'image, d'une certaine manière, est une figuration de la frontière franco-espagnole, là où Benjamin termine sa vie. Et vous voyez, vous avez un soldat armé dans la partie de gauche, qui serait donc l'évocation de la police qui va l'arrêter, l'évocation des forces allemandes, donc de cette poursuite, malheureusement, qui fait un élément constant de sa vie. Et alors, Benjamin, pensif, simplement on voit donc sa tête et comme si le menton était reposé sur sa main, en rouge, donc le côté plutôt révolutionnaire, je vous disais, cette volonté d'aller contre l'ordre et les conventions. Et j'avais lu aussi que le blanc qui est utilisé par Valerio Adami au niveau de ses lunettes serait peut-être l'expression d'une zone où il ne se passe plus rien, si vous voulez, qui est l'expression de la fin de sa vie, donc de sa propre mort. Voilà une interprétation donc, que j'ai lue et qui s'inspire directement. Donc, en même temps, vous avez ce rectangle fragmenté au-dessus qui est vide, donc qui pourrait être l'expression donc du néant. En sachant, comme je vous disais, qu'il y a des dessins préparatoires que l'on retrouve chez Adami, et il y a donc ce dispositif auquel il reste très fidèle. Vous voyez, au niveau du tracé, après vient s'ajouter pour la version finalisée la couleur et cette nette fragmentation entre les deux parties de l'image. Donc là, pour comprendre la synthèse qu'opère Valerio Adami, vous voyez, dans une seule image est rapporté plusieurs moments, donc des lieux et des moments particuliers de l'existence même de Walter Benjamin et de ce qui fait donc la particularité de sa position et de sa pensée
à travers son écriture, son interrogation de l'histoire de l'art, sa manière de comprendre ce qu'est l'histoire allemande et son appartenance juive. Donc voilà, on a besoin d'avoir des données pour peut-être aller un peu plus loin dans cette sorte de synthèse opérée par Adami pour traduire, pour faire le portrait de Walter Benjamin. Donc ce n'est pas simplement nous renvoyer à une fidélité de trait. Si nous avions une photo de Benjamin et le reconnaître, donc le portrait se fait par rapport à l'engagement et à la vie de la personne. Donc là, il y a plusieurs propositions de ce type-là chez Valerio Adami. Donc voici une autre personnalité assez forte, Jacques Derrida. Donc, je reviens tout de suite à l'image, mais voilà, Jacques Derrida décède en 2004. Et ici, vous avez une lithographie de 2004. Donc, Valerio Adami réalise cette image l'année du décès de Jacques Derrida, donc qui est considéré comme philosophe, très intéressé par le propos artistique. Il a été aussi directeur d'études, nous dit-on, à l'école des hautes études en sciences sociales. Il était professeur d'université. Et Jacques Derrida s'est beaucoup interrogé sur la relation du mot, de l'écriture et justement du dessin. Il a pu collaborer dans des catalogues à des observations à travers donc des expositions de dessinateurs. Son frère était un excellent dessinateur, mais il a toujours eu un peu de difficulté par rapport au fait que lui ne savait pas dessiner. Et son propos, en tant que philosophe, touche à la question de l'anthropologie, de la psychanalyse. Et ce que l'on peut découvrir à travers ses écrits, c'est une relation forte avec Antonin Artaud. Donc voilà, je vous encourage peut-être à aller voir le théâtre d'Artaud, la spécificité du langage d'Artaud. Donc Jacques Derrida a un angle d'approche assez singulier. Il fait partie, je dirais, d'une grande génération de philosophes et historiens de l'art sur le sol français. Donc vous avez Jacques Derrida, vous avez Jean-Luc Nancy, vous avez Hélène Cixous, vous avez Philippe Lacoue-Labarthe, avec les échanges d'historiens de l'art comme Georges Didier Huberman ou Daniel Arras. Donc là, on a vraiment une génération extraordinaire d'auteurs français qui font une analyse très aiguë avec la question vraiment du sens de l'image dans la proposition artistique. Et donc Adami a conversé, a échangé avec Jacques Derrida, donc il le connaissait très bien, et au moment donc du décès de Derrida, il fait cette proposition de son portrait. Vous voyez, en voyant l'image de Derrida, vous retrouvez, en voyant cette photo, vous retrouvez une attitude similaire. Donc Derrida apparaît comme s'il était à son bureau, avec ses livres, son bic voilà, à la main, devant une feuille de papier. Vous voyez cette démultiplication au niveau de sa tête, l'importance donc probablement de ces différentes formes de pensée, de réflexion. Il y a sur la table en haut jaune une croix, donc que j'interprète comme étant l'évocation de la mort de Jacques Derrida, dont le nom apparaît aussi en haut de l'image, et simplement ici un travail en deux teintes, donc les valeurs de bleu violacé et les jaunes. Il y a un chat, ça je ne connais pas, je ne sais pas s'il y avait une passion de la part de Derrida pour les chats, ça je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, Valerio Adami était donc ami de Jacques Derrida, était ami d'Italo Calvino, un autre auteur extrêmement intéressant, et sa peinture, sa pratique artistique, Adami la conçoit comme un moment d'interrogation sur le langage et sur le principe donc d'écriture que Jacques Derrida peut représenter. Donc Adami entretenait des relations, des rapports assez étroits avec les écrivains, et c'est de cette manière-là qu'il leur rend hommage à travers donc l'aspect des portraits qui interviennent donc dans sa création. Si vous voulez, c'est comme si Adami voulait un peu, comment pourrait-on dire, combler, réduire l'espace, le fossé qui pourrait séparer le monde de l'image, du monde des mots, du monde des livres. Donc là, vous avez, au niveau de la litho ici, on voit très très bien la quantité de livres placés à côté du bras gauche de
de Jacques Derrida. Donc voilà, le propos d'Adami se comprend en élargissant un peu le contexte dans lequel il fait il constitue ses synthèses d'images sur tel ou tel sujet. Un autre membre de la nouvelle figuration, qui est lui d'origine française, Jacques Monory, également peintre, que la majorité de leur mode d'expression est quand même l'image en 2 dimensions. Donc Jacques Monory, peintre, qui aura la curiosité de découvrir ce qui se fait aussi du côté du pop art au début des années 60. Et progressivement, il va déployer son propre langage. Alors, j'imagine que vous sentez à travers les 2 images, soit par rapport au cadrage très rapproché, très frontal d'Irena numéro 2, en haut, ou par rapport à cet espace avec cette sensation de mouvement, de déplacement des personnages. J'imagine que vous sentez qu'il y a une très grande influence, d'une part de la photographie et d'autre part du cinéma. Donc photo, images de presse, cinéma sont des domaines qui auront une influence forte sur la manière de penser l'image en peinture par Jacques Monory. Jacques Monory va aussi travailler à partir de regards qu'il pose sur des images de presse. Et à un moment donné, il va sélectionner le bleu. Ça lui semble être la couleur qui correspond le mieux à son propos. Parce que peut-être, observez-vous, en même temps, on pourrait imaginer qu'il traduit des moments précis du réel, mais à un moment, il y a des éléments dans l'image qui apparaissent ne pas être de la réalité. Donc, soit être du côté du rêve, de l'aspect onirique, soit justement d'un imaginaire. Et c'est la raison pour laquelle il choisit le bleu. Ça provoque une distance, ça provoque une froideur, mais il le dit, en peignant des images apparemment réalistes, en les faisant bleues, j'indique la réalité et la non-réalité. Donc cette technique, pour Monory, s'inscrit d'abord à partir soit de photographies personnelles, donc de photos qu'il a prises, ou des photos qu'il tire de magazines, de films, de choses qu'il voit à la télévision. Il travaille en opérant une sorte de projection sur sa toile, et de cette manière-là, il construit le développement donc de son espace pictural. Et il dit très clairement qu'il veut raconter quelque chose, mais il raconte quelque chose qui est en lien avec sa propre vie. Donc voilà celle-ci pour que vous la découvriez de plus près. Il va s'inscrire donc dans plusieurs de ses peintures. Monory lui-même est à l'intérieur de l'image. Donc c'est lui que vous avez sur la partie de droite à travers cet échange qu'on ne connaît pas vraiment avec cette jeune fille qui semble s'échapper, qui est en dynamique. Donc il appelle ce travail la voleuse numéro 9. Et vous voyez qu'il y a quelque chose de très étonnant au niveau de la fenêtre. Il y a comme une silhouette avec peut-être un fusil, une arme qui se perçoit, mais une silhouette comme un effet peut-être, vous savez, d'humidité ou de buée sur la fenêtre, mais qui donne cette sensation d'un élément dynamique, comme la fillette et comme lui aussi, par rapport à la stabilité des sièges, par exemple, la porte entrouverte. Donc ça crée une possibilité de sentir un déplacement dans l'image. Et nos yeux, inévitablement, vont cheminer d'un espace à l'autre, de l'avant-plan à l'arrière-plan, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, selon donc la dynamique, l'impulsion qui est donnée par les personnages. Et Monory, en gardant ces mêmes caractéristiques, s'est illustré dans des séries de peintures sur un sujet qu'il appelle les meurtres. Donc, Monory est écrivain par ailleurs, donc il traite des mêmes thèmes au niveau de l'écriture, au niveau de film, et donc dans sa peinture.
À un moment donné, il dira qu'il en a assez de travailler sur ces sujets-là. Et vous le retrouvez s'échappant ici à gauche de cette peinture, une peinture de cette série Meurtre, exprimant quelque part un certain malaise de sa part par rapport à la société. Donc parallèlement, il fait des films monochromes avec ce fameux bleu et il traduit une forme de violence qui va aussi se manifester par la présence, donc sur la peinture, d'une plaque de miroir. Vous voyez la bande légèrement oblique que vous avez à droite du corps de Monori qui s'échappe et qui est elle-même, cette plaque de miroir, criblée de réels impacts de balles. Donc, il s'est passé quelque chose, il y a comme un corps qui se retrouve posé par terre. Il y a cette accentuation de la dynamique ou de la séquence par cette fracture de ce miroir, ces grandes obliques de la fenêtre, des ombres projetées et cette fuite du corps. Donc, les cadrages sont bousculés et c'est comme cela qu'en même temps, il peut évoquer une situation réelle, mais il la traite de manière à la donner artificielle, voire faussée. Donc, on est toujours entre deux. Et c'est la couleur, donc entre la réalité et une non-réalité. C'est cette couleur bleue qui lui permet de venir traduire directement cette dimension-là. Donc c'est chez Jacques Monori cette passion pour le cinéma que vous sentez probablement très fort ici aussi, dans Technicolor numéro 13 en 77, où il raconte que quand il était enfant, qu'il allait voir des films, il se souvient qu'on projetait sur les films noirs et blancs des filtres avec de la couleur. Donc, vous voyez les couleurs de base, hein, jaune à l'avant-plan, rouge au milieu, un bleu. Donc, c'est ça qu'il reprend dans cette espèce de trichromie ici. Et ça accentue le fait que ce qu'il peint est faux, puisque ça rejoint le monde de la création cinématographique. Il dit « Tous mes tableaux sont des bouts de pellicule de films plus ou moins trempés, noirs, cela par un bleu monochrome et ici dans un technicolor fondamental. Je pourrais décrire une grande partie de mes tableaux avec leur référence cinéma. La réalité, point d'interrogation, je suis pour la fuite. Mais le cinéma, mon cinéma, est un reflet assez exact de la réalité. Comme on dit, mes mensonges sont aussi les vôtres. Ce que j'ai peint est moi-même, le cinéma que j'ai aimé est moi-même, prisonnier, mais aussi témoin. » Donc ce caractère de l'artificialité, ce caractère d'une expression parfois d'une violence, d'une brutalité, c'est ce qu'il éprouve dans la vie de tous les jours et va renforcer cette approche pour en même temps la proposer un peu décalée et augmentée par le choix particulier de ces teintes, du fait que ces images donc s'immobilisent, se focalisent, si vous voulez, sur un moment très, très particulier qui est de l'ordre d'une évocation distanciée du réel. Donc, voilà une autre manière de s'inscrire dans cette nouvelle figuration.